à un moment où les commissaires à la protection des données viennent de fêter leur 40e anniversaire d'existence. Et voilà, donc je crois que c'était parfaitement indiqué d'avoir cette présentation aujourd'hui. Alors je suis un bête juriste et donc mon souci a été de m'entourer d'un informaticien. Euh, Jean-Marc Dinan est ici au premier rang et il est docteur en informatique et nous avons travaillé beaucoup pour le Conseil de l'Europe ensemble et je crois qu'il pourra vous donner un certain nombre d'éclaircissements sur la manière dont on peut mettre en pratique un certain nombre d'outils pour pouvoir éviter l'espionnage par un certain nombre de ce qu'on appelle les data controllers, les responsables de traitement. Bon, je vais aller très rapidement là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est peut-être pour vous rappeler quelques dates. Vous voyez que ce n'est pas vieux, la naissance d'Internet, que c'est une création qui est une création au départ militaire. L'idée était d'avoir une technologie qui permette de distribuer l'information de façon à ne pas être victime de ce qu'on pourrait appeler un attentat sur le serveur central et de pouvoir récupérer toutes les données qui sont distribuées dans l'ensemble d'un réseau. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir que depuis quelque temps, il y a ce qu'on appelle des technologies disruptives et en matière de numérique, il y en a beaucoup. Il y a d'abord l'Internet des objets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, le digital n'est pas simplement dans notre ordinateur, il n'est même plus simplement dans nos poches avec nos smartphones, il est partout. Il est partout, il est dans les montres de Google, pas les montres, les lunettes de Google, même s'ils ont été retirés du marché pour le moment, je peux vous assurer qu'elles réapparaîtront rapidement. Elle est dans les murs, puisque vous pouvez avoir bien évidemment des capteurs dans les murs qui repèrent votre présence à tel ou tel endroit. Il est bien évidemment dans les produits de consommation, dans les étiquettes des produits de consommation, ce qui vous permet d'ailleurs de savoir l'origine d'un bien et éventuellement le trajet suivi par ce bien pour arriver à votre supermarché le plus proche. Mais il est de plus en plus aussi dans les cerveaux. Il y a de plus en plus des puces RFID qui sont implantées à l'intérieur des cerveaux de manière à pouvoir, par exemple, activer la mémoire, de façon à pouvoir limiter le stress, de façon à pouvoir contrôler le diabète, et tout ça en interconnexion avec, bien évidemment, un réseau. Vous ne savez pas nécessairement qui est derrière ce réseau, on y reviendra bien évidemment tout à l'heure. Alors le point suivant, c'est évidemment les big data et l'intelligence artificielle. De plus en plus, et c'est particulièrement le fait aux États-Unis, on crée de vastes réservoirs de données où on met des choses qui sont totalement triviales. Qu'à présent, lorsqu'on parlait de données à caractère personnel, on avait en tête les données relatives à la santé, les données relatives bien évidemment aux avoirs bancaires, qui doivent évidemment être protégées, les données syndicales, les données philosophiques. Or, maintenant, lorsqu'on parle de données à caractère personnel, c'est n'importe quoi. C'est la géolocalisation, c'est les habitudes d'achat, les habitudes de surfing. Lorsque vous écoutez une musique, c'est l'intensité avec laquelle vous écoutez cette musique, c'est le moment où vous l'écoutez. C'est toute une série de données qui apparemment sont totalement triviales, mais qui à l'intérieur de ces réservoirs de traitement, de données, vont pouvoir, grâce à des algorithmes dits d'intelligence artificielle, je viendrai tout de suite sur cette notion d'intelligence artificielle, vont pouvoir évidemment faire en sorte que vous soyez profilé. Si vous écoutez la musique de telle ou telle manière à tel moment, il y a beaucoup de chances que vous soyez une personne qui pourrait être intéressée par tel produit de consommation ou éventuellement, et Cambridge Analytica l'a bien montré, dans la mesure où, à partir de données qui sont les données de conversation de Facebook, on parvient à dégager ce qu'on peut considérer comme votre opinion politique. Donc, ce n'est plus
des données sensibles au point de départ, c'est des données éventuellement sensibles à l'arrivée, et ça grâce à des systèmes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle, elle se distingue des systèmes experts traditionnels que l'on avait. Dans les systèmes experts traditionnels, vous aviez une espèce de logique a priori. Vous saviez que si telle personne avait telle caractéristique, il était évident qu'elle était, par exemple, capable de rembourser un crédit ou des choses de ce genre-là. Dans les systèmes d'intelligence artificielle, la logique n'est pas la première. Elle n'est pas la première. La règle n'est jamais posée a priori. On vous donne un certain nombre de données. On vous dit, voilà, c'est telle personne qui a écouté la musique, elle est aussi sur Facebook. Et puis à partir de là, l'ordinateur, sur ces grands réservoirs de données, va pouvoir bien évidemment établir des corrélations de manière totalement aléatoire. On essaye tel truc. Et puis hop, on a, à un moment donné, on dégage une règle. Telle personne qui a fait ceci, il y a beaucoup de chances que ce soit une personne qui pourrait être intéressée par ce produit. Les promesses des imprimantes 3D elles sont évidentes. Pour le moment, on parvient même à remplacer des membres du corps humain grâce à ces imprimantes 3D. Il y a le fameux cas Kaiba, qui est un enfant algérien qui avait des problèmes énormes de respiration avec une malformation, et on a pu carrément refaire une trachée de manière à lui permettre la respiration. Ce sont des choses importantes. Les NBIC, ça c'est vraiment la technologie de demain. C'est quoi? Les NBIC, c'est une science qui combine à la fois les progrès des nanotechnologies. Nanotechnologie, c'est la science de l'infiniment petit. Or, quand on parle bien évidemment de données génétiques, on est évidemment dans de l'infiniment petit, qui combine la nanotechnologie, la biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives, les sciences en particulier, les neurosciences, de manière à pouvoir faire quoi? De manière à pouvoir examiner non seulement votre bagage génétique, mais éventuellement pouvoir, et c'est le fameux CRISPR-Cas9 qui a été mis au point aux États-Unis, dans 2 laboratoires à peu près en même temps, qui permet éventuellement de modifier votre bagage génétique, de réparer un gène qui serait déficient ou des choses de ce genre-là. C'est un point important. Ça veut dire que dorénavant, le digital va permettre quoi? Va permettre de modifier votre essence humaine et éventuellement de faire de vous un surhomme. Ça reste bien évidemment pour le futur, mais c'est à mon avis un futur qui se rapproche rapidement. Enfin, le blockchain, le Bitcoin, c'est le fait que dorénavant, vous allez pouvoir faire toute une série de transactions sans passer par un serveur central, et donc à partir de ce moment-là, échapper à tous ces contrôles qui étaient permis à travers ces serveurs centraux. Vous pouvez éventuellement échanger de l'argent, vous pouvez, vous le savez avec le Bitcoin, mais vous pouvez aussi faire toute une série de transactions, notamment une transaction d'assurance, sans devoir passer par un serveur central. Je ne vais pas développer ce point-ci. Je crois que c'est trop loin. Voilà quelques chiffres. Vous savez qu'on a commencé par des kilobytes. On en est, vous voyez, maintenant, pour 2020, à des zétabytes. Vous voyez, entre le kilobyte et le zétabyte, il y a toute une série d'étapes. Chaque fois, on multiplie par 1000. Ce n'est pas rien du tout. Et le nombre d'utilisateurs et autour de 4 milliards. Je crois que les chiffres maintenant sont encore plus importants. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est les fameuses 3 lois. La loi de Moore qui dit, en ce qui concerne la vitesse de traitement d'un ordinateur de tel prix, cet ordinateur de tel prix va voir doubler sa capacité de traitement tous les 18 mois. En d'autres termes, tous les 10 ans, il est multiplié par 1000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela représente. Et la loi de Moore, en principe, continuerait en tout cas jusqu'en 2025. Ce qui veut dire que nos capacités d'ordinateur deviennent extraordinaires quand on pense bien évidemment à l'ensemble des ordinateurs géants que nous avions il y a
de cela 20 ans. La loi de Kreider, la loi de Nielsen, vous voyez, c'est à la fois les capacités de stockage, les capacités de transmission qui suivent la même progression. Je crois que c'est pour le stockage, c'est tous les 13 mois, et pour la transmission, c'est à peu près la même chose que pour la loi de Moore. La technologie devient de plus en plus ubiquitaire, ça c'est quand même assez extraordinaire. Il y aura 26 milliards d'objets connectés, pour le moment on est à 9 milliards, mais vous voyez la manière dont ça se multiplie, les objets connectés, ben, c'est effectivement, c'est mon smartphone, mais c'est aussi le tag RFID qu'il y a sur un produit de consommation. C'est éventuellement un tag RFID qui est sur une affiche de cinéma. Des objets connectés sont le frigo intelligent. C'est tous des objets qui sont des objets connectés. Et vous voyez, on estime en 2025 que le nombre d'interactions que nous aurons avec ces objets connectés sera de 4800 interactions. Voilà. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle, vous connaissez le fait que dorénavant, IBM est parvenu à battre les meilleurs joueurs de poker, que c'est le fameux Deep Blue et le IBM Watson sont parvenus à battre les meilleurs joueurs de poker américains, que bien évidemment au niveau de l'intelligence artificielle, on peut dorénavant reconnaître automatiquement à travers des images les objets animés ou non qui sont représentés. Cela bien évidemment fait en sorte que l'intelligence humaine pourra être remplacée par une intelligence dite artificielle. J'ai sur cette analogie entre intelligence humaine et intelligence artificielle toute une série de réflexions, mais voilà, je ne vais pas les faire ici. La connectivité des choses, ben, oui, on va passer ceci, sinon je serai bien en retard. Voilà. Peut-être qui m'apparaît intéressant, c'est de faire quelques caractéristiques de la façon dont les choses progressent. D'abord, au niveau des modes de collecte. Les modes de collecte, ben, c'est extraordinaire parce que, au point de départ, ben, le mode de collecte, il était directement la personne ou des sources d'informations bien identifiées. Dorénavant, les modes de collecte, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez un bracelet qui vous permet de savoir les pulsations de votre cœur ou autre, mais bien souvent, ces bracelets sont reliés au cloud et donc, d'une manière ou d'une autre, ils permettent la collecte de données. Pour qui, à qui, c'est un point évidemment extrêmement important, que Google Now, qui est sur Android, et permet à tout moment à Google de savoir vous localiser et de savoir bien évidemment à partir de ce moment-là quels sont les trajets que vous faites. Tout cela au nom, et c'est un point important, au nom d'un bénéfice qui est un bénéfice donné à l'utilisateur, puisque bien évidemment, on va pouvoir, au niveau de Google, lui dire, vous savez, vous êtes près d'un restaurant, vous êtes près éventuellement d'un musée, vous êtes près de points culture. Enfin bref, il y a toute une série de renseignements qui peuvent être donnés et de conseils qui peuvent évidemment être donnés à partir de la manière dont l'Android, l'operating system qui opère dans votre smartphone et ce logiciel, qui est le logiciel de Google, permettront évidemment de traiter vos données en temps réel. Méthode de stockage, cloud computing, c'est un point important. On a toujours l'impression, bien évidemment, que vos données sont sur votre terminal et que l'intelligence avec laquelle vous allez pouvoir traiter ces données, les logiciels sont sur votre terminal et donc vous êtes relativement propriétaire, entre guillemets, de vos données. Ben, vous le savez de plus en plus, le cloud computing, c'est quoi? Ben, c'est évidemment le fait que les logiciels qui vous permettent d'interagir avec les données sont stockées ailleurs que sur votre terminal. Où sont mes données? Qu'est-ce que je peux en faire? Ben, tout cela est décidé par les nuages, c'est-à-dire par le cloud computing, en ne sachant pas trop, évidemment, où se situe le stockage de ces données, d'où viennent ces logiciels. Ils peuvent évidemment, et c'est une crainte nouvelle affirmée par l'Europe, ils peuvent évidemment se retrouver en Chine ou ailleurs. Les applications de plus en plus performantes. Je voudrais ici attirer votre attention sur la question des robots.
des robots, et en particulier des robots humanoïdes. Je crois que c'est tout à l'heure, vous me disiez, j'étais en conversation avec Sarah, et j'ai l'impression que Sarah est une personne vivante qui me comprend et qui me connaît. En fait, c'est un robot qui, bien évidemment, est programmé pour répondre à des questions qui sont des questions relativement fonctionnelles, mais qui a toutes les apparences de l'humain. Et vous connaissez bien évidemment le fameux robot Sophia, qui est une très jolie dame, et qui a reçu la nationalité de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, par ailleurs, a décidé de faire un ministère de l'intelligence artificielle. C'est intéressant. Les robots ressemblent de plus en plus à des humains et peuvent même nous tromper. C'était il y a 3 semaines, la BBC a lancé, la BBC elle-même qui l'a fait, un système de traduction automatique où la personne interviewée dans une langue non seulement s'exprime en temps réel dans une autre langue, celle évidemment de la personne qui écoute, mais en plus, parce que bien souvent on le voit au trait de visage que la personne n'est pas native speaking de cette autre langue, ici, en même temps, le visage est corrigé de manière à ce qu'elle vous apparaisse comme étant totalement natif de cette autre langue. Donc, il y a véritablement une possibilité de confusion qui pose véritablement difficulté. Les robots, ils sont partout. C'est les robots d'éducation pour les jeunes, c'est les robots dans les hôpitaux, c'est bien évidemment de plus en plus les robots dans les entreprises qui, bien évidemment, répondent aux questions les plus courantes. Application de plus en plus intrusive. Le profilage, c'est assez étonnant. Hier, nous avions, au 40e anniversaire de la conférence des commissaires à la protection de données, nous avions Koen Leenaerts, qui est le président de la Cour européenne de justice, et qui est véritablement parti sur une diatribe contre le profilage. Le profilage, c'est quoi ? C'est de ranger une personne dans une catégorie, mais une catégorie qui n'est pas une catégorie traditionnelle. On connaît la catégorie des travailleurs, on connaît la catégorie des consommateurs, on connaît la catégorie, les catégories ethniques. Ici, le profilage est quelque chose qui, véritablement, sert dans le cadre, dans le cadre d'une administration, à profit des personnes qui, éventuellement, peuvent être des personnes dangereuses, si on pense à la police, ou dans le cadre d'une entreprise, pour dire que cette personne doit être intéressante pour la vente de tel ou tel produit. Le profilage, on viendra tout à l'heure, c'est une manière de réduire la personne que vous avez devant vous à ce qu'on peut appeler un profil, c'est-à-dire des caractéristiques fonctionnelles par rapport à ce que vous, responsable d'un traitement, attendez de cette personne. Et donc, là, il y a véritablement un point qui m'apparaît vraiment important. L'affective computing, c'est quoi ? Ce sont des systèmes, des systèmes d'intelligence qui peuvent, à partir de la manière dont vous vous comportez ou les émotions qui sont traduites sur votre visage, qui peuvent éventuellement démasquer. Démasquer quoi ? Éventuellement le fait que vous êtes un suspect de terrorisme lorsque vous courez un peu trop vite dans un aéroport, ou éventuellement que vous êtes en train de mentir lorsque vous êtes interrogé par votre futur employeur, ou en tout cas celui que vous espériez être votre futur employeur. L'homme augmenté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fameux CRISPR-Cas9 qui effectivement permet de modifier les données génétiques de façon à permettre à la personne d'être un peu plus intelligent, un peu moins stressé, ne pas être soumis aux gènes du diabète ou autre chose. Le rêve du transhumanisme, du post-humanisme est là derrière. Alors, le dernier point qui m'apparaît important dans le contexte, c'est les acteurs. Je crois que c'est absolument étonnant. Plus de 30% du marché du numérique, du marché total du numérique, et plus de 45% du marché de la publicité est détenu dans nos sociétés occidentales par les GAFAM. Vous savez ce que c'est les GAFAM, pas besoin de le dire. Et on parle de plus en plus des GAFAM chinoises, notamment Tencent, notamment Alibaba. Ce sont
vous aurez bientôt d'ailleurs, et vous savez qu'Alibaba vient de débarquer en terre liégeoise, vous aurez bientôt une concurrence entre ces deux. Alors j'insiste sur ces GAFAM, pourquoi? Parce que ces GAFAM ont pris le rôle de ce qu'on appelle les gatekeepers. Gatekeepers, ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui permettent l'entrée dans des services qui sont des services que l'on devrait considérer comme des services d'intérêt général. Il est clair que savoir que Google a plus de 65% du marché du search engines en Europe fait en sorte que ce qui, à mon avis, doit être considéré comme quelque chose de normal, l'accès à une information structurée, est détenu quasiment en monopole, en tout cas par une entreprise. Et donc là, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce service d'intérêt général ne devrait pas faire l'objet d'une réglementation par la puissance publique. Même chose pour les réseaux sociaux. Communiquer entre soi, c'est bien à l'heure d'Internet, c'est bien quelque chose qui fait partie de notre vie sociale et qui est une nécessité de notre vie sociale. Je me rappelle en 2009, le Parlement européen qui a affirmé, et c'est un point important, qu'Internet, c'est-à-dire la possibilité de communication grâce à l'infrastructure Internet, était comme le pain il y a de cela un siècle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à la vie des personnes. Voilà. Alors maintenant, ce que je dénonce également par rapport à ces gatekeepers, c'est le fait évidemment qu'ils sont omniprésents de plus en plus sur tous les marchés. C'est quand même intéressant de savoir que celui qui investit le plus dans les voitures intelligentes, que celui qui investit le plus dans tout ce qui est transhumanisme, c'est-à-dire éventuellement augmentation des capacités individuelles, c'est Google. C'est Google. Et ils sont présents dans tous les marchés, c'est-à-dire que de plus en plus, ils étendent à travers des fusions. Il y en a, je crois que c'est plus loin que j'en parle, mais enfin, il y a eu plus de 30 fusions, 18 fusions concernées Google sur le marché l'année dernière. Lorsque Microsoft annonce la fusion avec LinkedIn et qu'il n'y a aucune réaction de la Commission européenne parce qu'elle dit LinkedIn, c'est un marché particulier, Microsoft, c'est un autre marché, sans se rendre compte que tous les deux travaillent, bien évidemment, pour pouvoir traiter des données à caractère personnel, il est clair qu'on se rend compte que nous ne sommes pas tout à fait armés pour lutter contre ces grandes puissances qui accroissent leur puissance chaque jour. Alors, c'est important de voir, par exemple, que je sais pas, vous avez vu fake news, la commission décide de dire qu'il faut agir contre les fake news. Il ne va pas attendre 2 mois pour voir ils ne sont pas tous dedans, mais en tout cas Twitter, Facebook, Google, dire voilà la manière dont nous allons réagir contre les fake news. Alors la commission est prise évidemment au dépourvu parce que bien évidemment, ça veut dire que les best practices de ces grosses entreprises sont imposées à l'ensemble des autres acteurs. Nouveaux risques, voilà, je ne vais pas les énumérer très longuement. Il y a une asymétrie croissante, c'est clair. De plus en plus, avec des entreprises qui ont des données de plus en plus importantes et face à des personnes, et ici je dirais des personnes privées comme des personnes morales, parce que je crois le RGPD se centre sur les personnes physiques, mais il est temps qu'on réfléchisse évidemment aussi sur le fait que toute une série de PME voient leur destin défini par leur profil à travers un certain nombre de systèmes mis en place par ces grosses entreprises comme les GAFAM. Surveillance et un traçage. J'ai parlé de Google Now qui est présent sur Android. Nous sommes surveillés et tracés en permanence. Quand est-ce qu'on affirmera, et c'est assez étonnant parce que si tu t'en souviens, Jean-Marc, dans la directive RNIS, la première directive RNIS, vous aviez le droit de vous déconnecter. Fini, on n'en parle plus. On n'en parle plus, c'est quand même quelque chose d'important. La possibilité de dire à un moment donné, je veux être en paix, right to be let alone, je veux être en paix, je ne veux pas être suivi de manière... Un monde globalisé et sans frontières, ça je crois que c'est un point important, au-delà des lois nationales. Bien évidemment, l'Europe essaie de réagir avec ce RGPD, et je crois que c'est vraiment un bel effort, mais on se rend bien compte qu'au-delà de l'Atlantique,
on ne réagit toujours pas du côté US et qu'au niveau de l'Asie-Pacifique, il y a toujours des réticences par rapport à la prise d'une législation. Décontextualisation, réductionnisme de nos comportements, mais oui, lorsque je suis dans un supermarché que j'achète comme consommateur, ben c'est clair, c'est un instant précis de ma vie, et cet instant précis de ma vie, il va entrer dans une mémoire où à un moment donné, ben on va reprendre ces données, pas nécessairement d'ailleurs de données directement, qui me permettent de m'identifier directement, mais on va en mettre ces données, on va dire, ben voilà, cette personne qui a fait tel achat à tel moment, ben, on peut considérer qu'elle doit être intéressante pour tel ou tel autre achat. Réductionnisme, nous sommes réduits à un profil. La dépendance croissante, j'ai dit tout à l'heure, la manière dont de plus en plus accéder à Internet, c'est comme le pain. L'éclatement de la distinction sphère publique, sphère privée. Avant, c'était bien ça. À l'intérieur de ma maison, j'étais chez moi. À la limite, je suis plus en protection contre le regard d'autrui quand je suis en dehors de chez moi. Réfléchissez simplement. Il est clair qu'à travers le fait que j'allume mon ordinateur, toute une série de personnes savent exactement ce que je fais. Et mon ordinateur, c'était ton expression. Il y a une espèce de bâillement invisible qui se passe, à savoir que mon ordinateur parle à toute une série de responsables de traitement, toute une série de personnes extérieures, sans que je sois au courant. Il indique quand je me connecte, où je me connecte, avec qui je bavarde, et tout ça à travers un certain nombre d'outils comme les spyware et autres, tout simplement les cookies. Opacité croissante, c'est un point extrêmement important. On prend souvent, et c'est un écrivain américain qui dit le danger, ce n'est plus le Big Brother, c'est Kafka. Kafka, c'est quoi? C'était dans son idée le prisonnier de Kafka. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman, The Trial, qui est un roman extraordinaire. C'est une personne qui est emprisonnée et qui ne sait pas pourquoi elle est emprisonnée. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas pourquoi on l'interroge sur ceci, sur cela, etc. Elle ne sait pas où va cette information. Et dit, ben, c'est un petit peu comme nous aujourd'hui. Nous ne savons plus où va notre information, à qui elle sert. Et ça, dit le tribunal constitutionnel allemand en 1983, c'est la pire des choses. L'opacité, le manque de transparence de nos systèmes d'information, de nos flux d'information, c'est la pire des choses. Pourquoi? Eh bien parce que, bien évidemment, cela aboutit à quoi? Cela aboutit au fait que les personnes ne sachant pas ce qu'on fait de leurs données, quelles données prises par eux, quelles données prises sur eux, vont faire quoi? Ils adoptent un conformisme anticipatif. Ils adoptent le comportement qu'ils croient être attendu par la personne qu'ils ignorent être. Ils ne savent pas qui est cette fameuse personne, le comportement qu'ils croient attendu par ces personnes. Et donc c'est assez incroyable. Il y a une étude qui a été faite en Allemagne qui montre par exemple que nous n'osons plus utiliser le mot bombe, qu'il y a toute une série de vocabulaires qui disparaissent, qui faisaient pourtant partie de notre liberté d'expression et qui disparaissent parce que les gens n'osent pas. Ils disent oui, mais on sera peut-être surveillé par la police, on va peut-être nous prendre pour des terroristes ou autres. OK. Et le tribunal constitutionnel dit, et ça c'est vraiment un jugement qui m'apparaît extrêmement important, le tribunal constitutionnel dit d'avoir des personnes qui sont ainsi normalisées dans leur comportement, c'est la pire des choses pour la démocratie. Voilà, c'est un point qui m'apparaît important. Voilà, je vais peut-être aller directement maintenant au RGPD, parce que c'est pour ça que vous êtes venus, savoir exactement ce qu'il y a dans ce RGPD. Alors, au point de départ, vous connaissez l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Alors c'est intéressant de se rendre compte que
il y a eu un ouvrage qui a été écrit sur la jurisprudence de cet article. Mais cet article, au départ, on dit, c'est quoi? C'est le droit, hein, à la, comme on appelle ça, le droit à la séclusion, c'est le droit à l'intimité, c'est le refus d'être vu par autrui, ou en tout cas d'être soumis à des intrusions d'autrui. Si vous regardez la jurisprudence, on en est loin. On en est loin. Ce que l'article 8 veut dire, hein, ce n'est pas simplement le droit à l'intimité, c'est le droit à pouvoir se développer dans une société. C'est le droit à pouvoir se développer dans une société. Ainsi, on a dit, voilà, un enfant, hein, qui a été adopté à un moment, a droit à connaître sa famille d'origine. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin pour se développer. On a dit, des personnes ont le droit d'avoir de l'information sur leur environnement au nom de la vie privée. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, lorsqu'ils choisissent de s'installer à tel ou tel endroit, de connaître les risques attachés à cela. Une personne handicapée a droit à avoir un accès facilité dans des lieux publics parce qu'elle en a besoin pour se développer. Le droit à la sécurité sociale a été de même considéré comme directement relié avec l'article 8. Donc on est loin d'une approche négative, on est véritablement dans une approche positive. La vie privée, c'est ce qui permet, c'est ce qui fixe les conditions pour qu'une personne puisse se développer dans une société. Alors, suite à cet article 8 de la CEDH, il y a toute une série de législations qui ont été prises. Les premières législations, vous les avez là. L'OCDE est le premier à avoir fait des recommandations en matière de vie privée, des recommandations qui ne sont bien évidemment que des recommandations. Il n'y a pas de législation. Et c'est sur base de ces recommandations de l'OCDE que les États-Unis et toute une série d'autres pays continuent à dire, voilà, on va développer des principes, on va développer des Fair Information Principles, mais ne nous demandez pas de législation, on n'a pas besoin de ça. On se débrouille très bien sans législation. La convention numéro 108, c'est le contrepoint de l'OCDE, dans la mesure où le contenu est à peu près le même. Les Fair Information Principles sont à peu près les mêmes. On va y revenir tout de suite. Mais cette fois-ci, on dit, dans la Convention 108, il nous faut un outil législatif, sinon ces principes ne seront jamais respectés. Les principes de loyauté, les principes de respect de la finalité, etc., ne seront pas respectés. La directive du 24 octobre 1995, c'était une directive qui a été prise au moment où l'Europe n'était pas encore compétente en matière de droits de l'homme. Et comme disait tout à l'heure, Jean-Philippe, on en discutait tout à l'heure, il est clair que la charte de l'Union européenne qui a dit dorénavant, les droits de l'homme font partie des compétences de l'Union européenne, modifie totalement les choses. En 1995, la directive était basée simplement sur la libre circulation des données. C'est un enjeu purement économique. À partir du moment où ça devient quelque chose des droits de l'homme, on peut imaginer, bien évidemment, qu'il y ait quelque chose de plus, et on va y arriver tout de suite. La directive a été transposée et on en arrive assez rapidement. Je vais tout de suite passer au règlement de l'Union européenne qui fait suite à la Charte européenne. Le règlement, c'est quoi? Mais on va y arriver dans le slide suivant, mais le règlement de l'Union européenne, c'est un règlement qui n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'il vise ce qu'on appelle traditionnellement un des piliers, c'est-à-dire le pilier qui est le pilier relatif aux opérations économiques et sociales. Pourquoi? Il ne vise pas, par exemple, tout ce qui est le second pilier, à savoir le pilier police et justice, qui, là, n'a pas fait l'objet d'un règlement, mais simplement d'une directive. Vous connaissez la différence entre un règlement. Les dispositions d'un règlement sont directement applicables. Il n'y a pas de marge de manœuvre, sauf les marges de manœuvre qui sont indiquées. Et en l'occurrence, elles sont extrêmement étroites. C'est en matière de presse qu'elles existent un peu, et c'est en matière de relations sociales. Là, il y a une marge de manœuvre qui existe en ce qui concerne ce fameux règlement. Mais sinon, pour le reste, il y a une uniformisation complète. Il doit y avoir une cohérence, on va y revenir tout de suite, une cohérence qui a été voulue par l'Europe en ce qui concerne l'application de la réglementation en protection des données.
je vous ai dit bien évidemment qu'en ce qui concerne le deuxième pilier, ce n'est qu'une directive. Et donc là, on va revenir tout de suite à la loi du 30 juillet 2018. Là, les États membres avaient une marge de manœuvre un peu plus importante en ce qui concerne l'application de cette directive dans les domaines qui sont les domaines policiers et dans les domaines de la justice. La loi du 30 justice, évidemment, justice criminelle, pas la justice privée. La loi, donc la marge de manœuvre a été utilisée par la Belgique pour ce qui était possible. C'est la loi du 30 juillet 2018, avec notamment des dispositions en matière de presse, des dispositions en matière de police et de justice criminelle, des dispositions en matière de recherche scientifique, il y avait là aussi de toute petite marge de manœuvre, et des dispositions en matière de relations sociales. La Convention 108, vous vous souvenez de la Convention 108, c'était la contrepartie des recommandations de l'OCDE, a été modifiée, et vous le voyez, elle a été modifiée, mais pile pour entrer en vigueur en même temps que le fameux RGPD, puisque le RGPD est entré en vigueur le 25 mai. La Convention 108 prend cours à partir du 25 mai. On peut se poser la question de savoir s'il y a une concurrence ou un support mutuel. C'est assez amusant de voir les sourires que l'on a d'un côté et de l'autre. Je crois qu'il y a réellement une concurrence entre ces deux instruments. Mais il est clair que l'Europe, l'Union européenne, a beaucoup plus de moyens d'effectivité que le Conseil de l'Europe. Alors, un RGPD, pourquoi faire? La première chose, vous m'interrompez si je suis trop long, la première chose qui m'apparaît importante, c'est le fait que c'est un règlement. Ça, je trouve que c'est un point important. On n'a plus voulu de marge de manœuvre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, on travaille avec une cohérencière. Nous avions une conférence qui était donnée par le Comité européen de la protection des données, qui a son installation ici à Bruxelles. Et le Comité européen de protection des données, c'est une personnalité juridique qui regroupe l'ensemble, qui fédère l'ensemble et qui coordonne l'ensemble des Data Protection Authority. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, les Data Protection Authority, quand elles veulent prendre une décision, elles doivent se référer à ce Comité européen de protection des données et bien évidemment, elles doivent, dans ce contexte-là, se soumettre au fait qu'à un moment donné, après une information et une discussion avec l'ensemble des autres autorités de protection de données, il y ait une autre interprétation qui soit donnée que celle à laquelle elle avait songé. Alors, le règlement a engrangé toute une série de décisions qui sont des décisions extrêmement importantes. Je ne vais pas revenir là sur leur contenu, mais des décisions extrêmement importantes de la Cour de justice de l'Union européenne. On a une Cour de justice qui visiblement est intéressée par la protection des données. On en parlait tout à l'heure, qui est intéressée par la protection des données et qui va très loin dans la défense. Et hier, nous apprenions par Koen Leenaerts qu'il y avait un nombre important d'affaires qui sont pendantes devant la Cour européenne à travers des questions préjudicielles qui sont pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne et auxquelles je ferai allusion peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Ce qui est important aussi, c'est bien évidemment de faire en sorte, et ça c'est la volonté de SRGPD, c'est que dorénavant ce système de protection des données qui est contenu dans le RGPD soit réellement effectif. C'était un des points importants. Il n'y avait pas de mécanisme d'effectivité qui était suffisamment prévu. Ces mécanismes d'effectivité, dorénavant, ils existent. Il y a d'abord, premier point, la nomination à l'intérieur de pas mal d'entreprises d'un détaché à la protection des données, les fameux DPO. Il y a deuxième point, le fait que l'on dit, voilà, vous allez pouvoir faire des codes de conduite, vous allez pouvoir créer des labels qui explicitent dans des secteurs donnés les principes de la réglementation de protection de données, à condition bien évidemment que ces codes de conduite, ces labels soient en conformité avec le règlement. Donc on va donner notamment au Comité européen, un pouvoir de contrôle du contenu de cette régulation
ce n'est plus une autorégulation, c'est une co-régulation, puisqu'il y a un dialogue entre l'autorité publique et d'autre part les entreprises privées. Il y a les fameuses amendes administratives que tout le monde craint, hein, les fameux 10 millions d'euros, hein, ou 2% du chiffre d'affaires calculés de manière globale sur l'ensemble du monde, hein, qui ont été prévus. Il y a les amendes administratives pour les infractions légères, 2 millions 10%, et les amendes administratives pour les infractions sévères, les infractions lourdes. Et là, on en est à 40 millions, je ne sais plus, 4 millions d'euros, et ou 20%. L'approche technolégale, c'est intéressant, c'est de dire, vous savez, pour pouvoir être certain que la protection des données soit bien effective, il faut non seulement s'assurer par un certain nombre de mécanismes comme la corrélation, mais il faut s'assurer aussi au niveau des technologies. Il faut que les technologies fassent en sorte que la protection des données soit assurée. Alors, je prends un exemple très clair. Lorsque vous avez un système de vidéo, vous devez assurer le fait qu'il y ait un blurring, un brouillage des visages, et que ce brouillage des visages, bien évidemment, fasse en sorte qu'on ne puisse pas reconnaître les personnes, sauf une possibilité de faire en sorte qu'on puisse les retrouver si jamais on est en face d'une infraction. Et puis à ce moment-là, on peut éventuellement faire sauter le brouillage uniquement pour les personnes qui auraient été en lien avec cette infraction. Voilà, maintenant, les caractéristiques, oui. Vous dire que c'est un texte qui est imbuvable. 99 articles, 12 guidelines, c'est-à-dire qu'il y a tellement de concepts qui sont flous que, bien évidemment, il a fallu... Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on l'a fait avant même que le RGPD rentre en vigueur. Le groupe dit de l'article 29, qui est un ancien groupe de représentants des autorités de protection des données, s'est attelé à dire, vous savez, le DPA, voilà son statut, il y a un guidelines pour ça. Le consentement, qu'est-ce que ça veut dire un consentement libre, éclairé, spécifique et non ambigu? Voilà un guidelines. Donc, lorsque vous voulez comprendre le RGPD, vous n'avez pas simplement le texte du RGPD, mais vous avez encore toutes les guidelines à vous farcir pour essayer de comprendre ce que c'est. Les textes sont, me semble-t-il, touffus et peu lisibles. Le texte, c'est un compromis, c'est le règlement qui a fait l'objet de plus de propositions d'amendements dans la vie du Parlement européen, pour vous dire. C'est un texte qui vient au bon moment. Évidemment, le scandale Cambridge Analytica, dont on parlera, est tombé au bon moment. C'est une évolution qui est présentée comme une révolution. En fait, ce qui est assez extraordinaire, ce que j'entends toujours autour de moi, se dire « mais il y a plein de nouveaux principes ». Mais non, ces principes, ils existaient déjà dans la directive. Mais voilà, la directive, c'était pas très effectif, et donc on en avait oublié, cette directive. Un coût pour les entreprises, c'est clair. Et tout à l'heure, on viendra sur le coût pour les associations, et dont l'attente du règlement est prêt aussi. Je vais pas... Voilà. Peut-être une réflexion d'abord sur la définition de la notion de données à caractère personnel. J'ai repris le texte. Toute personne physique, pas les personnes morales, vivantes, tiens, les personnes décédées, pas de protection, un peu étonnant, mais enfin peu importe, qui peut être identifiée directement ou indirectement. Et identifiée indirectement, c'est par des moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement. Alors, ça veut dire quoi? Pas évident du tout. Par exemple, un numéro de portable, il est clair que ce numéro de portable, ce sera sans doute facile de faire en sorte que ce numéro de portable puisse permettre à celui qui l'enregistre de retrouver facilement la personne qui est derrière, sans doute. Mais on peut aller plus loin. Et je prends cet exemple parce que c'est un exemple intéressant. Walmart, qui est
le supermarché le plus important aux États-Unis, a lancé dans de nombreux supermarchés le système suivant. Vous entrez dans le supermarché, vous prenez un caddie et automatiquement, sur ce caddie, il y a un tag RFID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un capteur qui fait en sorte qu'à tout moment, le magasin peut savoir où est le caddie. Et ce capteur est en lien, bien évidemment, avec les produits que vous achetez, de façon à ce que ce capteur puisse savoir quel est le contenu du caddie. Et la question qui est posée, c'est évidemment, Walmart dit, mais il n'y a pas... Foutez-moi la paix avec l'application de données à caractère personnel. Il n'y a pas de données à caractère personnel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un numéro de TAC, j'ai un numéro qui est lié au RFID que j'utilise et qui est placé sur le caddie. Mais à aucun moment, je peux vous le jurer, et ça fait partie de notre règlement interne d'entreprise, de notre code de conduite, nous allons essayer de savoir qui est derrière le caddie qui est en train de conduire le caddie. Nous n'avons de toute façon pas les moyens pour le faire. Et donc la question est posée de savoir, mais est-ce que c'est une donnée à caractère personnel ou pas? La question est d'ailleurs posée, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Et la réponse, évidemment, n'est pas évidente. Si vous dites qu'il faut pouvoir identifier par rapport à ce qu'on peut appeler les données d'identité classiques, à savoir le nom, le prénom, l'adresse, le domicile, etc., vous allez dire, ce n'est pas une donnée à caractère personnel. Mais si vous pouvez, si vous dites au contraire, ces données, je peux les attribuer à une personne X, vis-à-vis de laquelle je puis, même si je ne sais pas qui c'est, vis-à-vis de laquelle je puis prendre des décisions, à ce moment-là, c'est une donnée à caractère personnel. Si effectivement, et c'est à ça que servait d'ailleurs ce système de Walmart, si je puis envoyer sur une petite visionneuse qui était installée sur le caddie un petit message disant cher monsieur ou chère madame, parce que très rapidement on peut savoir en fonction des achats faits si c'est un monsieur ou une madame, donc on va pouvoir évidemment à ce moment-là discriminer. Cher monsieur ou chère madame, vous êtes à tel endroit, regardez sur le côté, il y a un produit en super promotion. Et puis vous le prenez, et puis on vous dit bien évidemment, vous venez de prendre tel produit, s'il vous plaît, allez à tel endroit, vous allez retrouver le vin qui va avec ce merveilleux fromage que vous venez d'acheter. Est-ce que les données qui sont ainsi traitées sont des données à caractère personnel? Si vous lisez la directive, vous ne le savez pas. Si vous lisez le règlement, vous ne le savez pas. Si vous lisez par contre la convention modifiée, la convention numéro 108 modifiée, ils le disent de manière très claire. Les données qui permettent d'attribuer à une personne des informations sans même pouvoir identifier au sens classique cette personne sont des données à caractère personnel à partir du moment où elles peuvent permettre de prendre des décisions vis-à-vis de cette personne. Voilà. La notion de pseudonymisation, on peut y revenir tout à l'heure. Les données sensibles, vous savez qu'il y a des données pour lesquelles il y a des conditions particulières de traitement, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est une toute petite modification qui m'apparaît significative. À propos des données sensibles, vous avez d'abord le traitement des données qui révèlent l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale. Alors, il y a un point, si vous regardez, qui révèle au singulier. Ça veut dire quoi? C'est que jusqu'à présent, on disait, vous savez, une donnée sensible, c'est la donnée qui, par nature, reprend l'opinion politique. Un monsieur vote pour tel parti, un monsieur est dans tel syndicat, etc. Ici, l'idée est tout à fait différente. On perd l'idée d'une donnée qui, par nature, serait sensible. C'est dans le cas de l'utilisation de la donnée que la donnée deviendra sensible. Et ça, c'est important parce que, bien évidemment, toute une série de données, par exemple le fait que votre nom se termine par ski, révèle votre origine ethnique. Il y a beaucoup de chances que vous soyez polonais. En tout cas, votre origine est polonaise. Eh bien, cette donnée ne deviendra sensible que, bien évidemment, si elle fait l'objet d'un traitement qui permet,
Par ailleurs, des données qui sont des données triviales au point de départ peuvent devenir sensibles dans le cas d'un système d'intelligence artificielle, comme dans Cambridge Analytica, où les données qui étaient des données qui n'avaient rien à voir avec les opinions politiques, à un moment donné, révèlent grâce à ce système d'intelligence artificielle la conviction politique supposée. Je vais laisser tomber. Les données de santé, ça c'est un problème. Hein. Qu'est-ce que c'est une donnée de santé Est-ce que, par exemple, le Quantified Self, le bracelet que vous avez pour calculer vos pulsations, pour calculer le nombre de pas, etc., sont des données de santé, sont des données qui permettent effectivement de vérifier votre bien-être et votre état général de santé. Mais est-ce que ce sont des données de santé? Ce n'est pas du tout évident. Les données médico-administratives sont-elles des données de santé? Ça reste délicat, mais il me semble évidemment qu'une donnée médico-administrative, le remboursement mutuel ou le numéro de prescription renvoie à tel état de santé m'apparaissent bien évidemment comme des données de santé. Alors ça, c'est un autre point important, c'est la définition du champ d'application rationnel Loki du RGPD. Alors, RGPD, on va me dire, ça vise l'Europe. Ça vise l'Europe, oui, mais quitte si, bien évidemment, vous avez toute une série d'opérateurs qui opèrent en dehors de l'Europe, qui sont situés en dehors de l'Europe, mais qui opèrent en Europe. Et le cas s'est passé avec Google Spain, où bien évidemment l'entreprise Google disait nous ne sommes pas situés en Europe. La seule chose que nous faisons, c'est évidemment envoyer des informations vers les Européens qui bénéficient de nos services, mais nous ne sommes pas soumis au RGPD. La question était une question très difficilement solutionnable dans le cadre de la directive. Ici, les choses sont claires. Le règlement s'applique à partir du moment où il s'agit d'offres de biens ou de services ou de suivi du comportement de personnes situées en Europe. Il est clair que Google, même si tous ces centres, serveurs sont localisés en dehors de l'Europe, il est clair qu'il offre des biens, des produits et des services en Europe, qu'il suit les comportements d'Européens, et donc le RGPD est applicable. C'est une des conséquences du fameux arrêt Google Spain dans le cadre d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà, le droit des personnes. Très rapidement, je vais passer. Vous voyez tous les droits. Il y en a, droit à l'information, droit au consentement, droit d'accès, droit de rectification de position, droit d'effacement, droit à la limitation de traitement, droit à la portabilité des données, droit à un recours juridictionnel et droit à une représentation. Le droit à la représentation, je ne vais pas en parler parce que je crois que ce sera l'objet de l'exposé de Jean-Philippe, qui est une belle démonstration de l'intérêt de ce droit à la représentation. Le droit à l'information, dorénavant, que la donnée soit collectée directement auprès de vous ou qu'elle soit collectée auprès d'un tiers, mais vous concerne, il y a une obligation pour le responsable du traitement de vous donner un certain nombre d'informations. Vous le voyez, elles sont extrêmement nombreuses. Vous avez un certain nombre d'informations qui ont été ajoutées par rapport à la directive, notamment si le traitement donne lieu à un profilage ou une décision automatisée, vous devez indiquer le fait qu'il y aura profilage et vous avez la possibilité d'avoir, on y reviendra tout à l'heure, un accès à la logique poursuivie par le système d'intelligence qui est derrière le profilage. C'est un des points les plus discutés dans l'application du règlement, mais sachez que vous, en principe, vous avez un droit d'accès à la logique qui est suivie par le responsable du traitement pour faire le profil. Droit des personnes, toujours la question du consentement. Le consentement est la base essentielle du traitement des données, et sur ce point, j'ai évidemment beaucoup de réflexions à faire. D'abord, premier point, on vous dit qu'il faut que le consentement soit libre, éclairé, explicite et univoque.
C'est important, on a ajouté des choses à la directive, en ce sens que dorénavant, le consentement devait déjà être libre. Pas évident, hein, quand vous êtes... Enfin, je viens de remplacer mon smartphone. J'ai commencé par passer plus de 30 minutes à me battre avec des autorisations dans tous les coins. Est-ce que vous consentez à vous géolocaliser? Ah non, je ne consens pas. Hein, je dis non, je ne consens pas. Ah, mais à ce moment-là, vous n'avez pas accès au service. Consentement libre, un peu étonnant. La question est posée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Nous a dit hier, enfin m'a dit hier, Koen Lennart. Le consentement doit être éclairé, ça veut dire que je dois être informé des finalités, je dois être informé d'un certain nombre de choses, et l'information doit être donnée, c'est aussi une des guidelines, hein, de manière lisible et conviviale. Et si il s'agit de mineurs, il faut en plus que ce soit accessible à des mineurs. Donc consentement éclairé, explicite, il faut que je fasse... et explicite et univoque vont bien ensemble, en ce sens qu'il faut que je marque par un acte le fait que j'accepte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système qui existait avant, on disait le consentement peut se faire par un silence ou simplement on dit vous savez, vous consentez sauf si vous dites non. Ça ne marche plus. Il faut dorénavant que vous poussiez sur une case qui dit oui, je consens. Et que vous poussiez sur une case, lorsqu'il y a plusieurs finalités, qu'il y aura plusieurs cases. Et si, bien évidemment, le consentement est ambigu, c'est-à-dire qu'il pourrait être un consentement à la fois pour les conditions générales et pour le traitement des données, on vous demande dorénavant, le RGPD le demande, qu'on distingue les consentements. Il faut que, en ce qui concerne le traitement de données, le consentement soit spécifique à cette question du traitement des données. Pour les données sensibles, on ne va pas... Le problème des conditions particulières pour le traitement des données des enfants, je suppose que vous allez en parler. Non? Simplement, retenez que la Belgique, là, il y avait une marge de manœuvre. La Belgique a opté pour le fait qu'à partir de 13 ans, les enfants puissent consentir à... en ce qui concerne l'offre de biens et de services interactifs sur Internet. Les enfants peuvent directement le faire à partir de 13 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment qu'on demande aux responsables du traitement de faire en sorte que par des moyens techniques raisonnables, ils puissent vérifier l'âge des personnes qui souhaitent s'abonner à de tels services. La France a choisi 15 ans, d'autres ont choisi d'autres âges. Enfin, 13 ans était le minimum permis par le RGPD. Le droit d'accès, voilà, c'est le droit d'accéder aux données qui sont contenues dans le traitement. Et vous voyez que c'est un droit qui n'est pas simplement un droit d'obtenir l'accès aux informations, mais aussi la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, le fait qu'il y ait une prise de décision automatisée, on retombe sur les questions de prise de décision par des systèmes, notamment d'intelligence artificielle. Le droit de rectification de position, c'est la possibilité évidemment de demander au responsable du traitement de rectifier une donnée si jamais vous estimez que les données qu'on a données sont incomplètes. Je pense à un exemple qui est un exemple trivial dans nos universités, qui est le fait simplement qu'une personne étant enregistrée comme ayant, entre guillemets, bissé une année, et la personne vous dit, voilà, veuillez noter et compléter votre information parce que je n'ai pas bissé. La seconde année, j'étais dans une incapacité, ou la première année, pardon, j'étais dans une incapacité de santé de pouvoir présenter les examens. Donc, à partir de ce moment-là, s'il vous plaît, complétez votre donnée. Vous avez aussi le droit de vous opposer au traitement. C'est notamment la fameuse affaire Google Spain, où une personne qui était reprise comme ayant été l'objet d'une poursuite judiciaire
avait demandé d'être retiré. C'était une poursuite judiciaire qui avait eu lieu 12 ans avant et Google disait non, nous le laissons. Et Google se prévalait du fait qu'il y a une liberté d'information, que chacun a le droit de savoir avec qui il traite et que bien évidemment un outil de recherche comme l'Internet Search Engine de Google est une manière de pouvoir accéder à une information. Et l'accès à l'information, c'est l'article 10 l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui permet évidemment et qui a évidemment promeut cet accès à l'information. C'est intéressant de voir que dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne a dit il faut arbitrer. Il faut arbitrer entre, d'une part, l'intérêt de la personne à voir protéger sa vie privée, la fameuse personne qui avait été désignée comme ayant fait l'objet d'une fraude à la sécurité sociale, et puis d'autre part, il faut tenir compte de l'intérêt du public à savoir. Et ils disent c'est à Google, et d'ailleurs Google a mis en place une espèce de système, de comité d'experts qui va arbitrer lorsqu'il y a ainsi ce conflit. Et si la personne n'est pas d'accord, elle va au Data Protection Authority, puis elle va éventuellement en justice. Mais voilà, alors c'est intéressant de voir cette multiplication, il y a plein d'autres exemples, je ne vais pas revenir là-dessus, mais cette multiplication de cas où la législation de protection des données va entrer en conflit avec un autre droit de l'homme, qui est ici la liberté d'expression, qui demain sera le droit de la propriété intellectuelle, qui demain sera la liberté d'entreprise, tous ces droits qui ont été affirmés par la Charte de l'Union européenne. Donc, en tout cas, il appartient, vous le voyez, en cas de demande d'opposition, il appartient au responsable du traitement de cesser le traitement dès lors que la personne justifie son opposition en raison de sa situation particulière. Donc, dans le cas, Google avait d'ailleurs tout de suite stoppé l'accès à la donnée contestée. Voilà. Un certain nombre de points, le droit de l'effacement, le droit à l'oubli, on parle... Oui, ne vous en faites pas, je vais arrêter sinon. Voilà. Le droit à la limitation du traitement, je vais y revenir parce que c'est un point qui découle des obligations du responsable du traitement sur lesquelles nous allons tout de suite revenir. Mais il est clair que de garder une donnée qui n'est plus pertinente par rapport à la finalité, garder une donnée par rapport à un ex-travailleur n'a aucun sens, ce n'est plus pertinent par rapport à la finalité de l'entreprise. Garder des données de manière permanente dans le temps, on peut se poser la question de savoir si un incident à 15 ans d'une personne qui a essayé de frauder sa banque est encore pertinente à l'heure actuelle. Toutes ces questions-là sont posées. C'est un point important de savoir dans quelle mesure une donnée reste pertinente par rapport à une finalité. Il est clair que si on continue à traiter cette donnée au-delà de sa pertinence, il y a à ce moment-là une infraction qui doit faire l'objet éventuellement à ce moment-là d'une sanction. Le droit à la portabilité, c'est un point extrêmement important. C'est un point tout à fait nouveau. C'est la possibilité pour la personne de dire à un moment donné « j'ai envie de changer de fournisseur d'accès, j'ai envie de changer d'hôpital, j'ai envie de changer éventuellement de smartphone. Eh bien, je dois pouvoir, ou j'ai envie de changer de réseau social, mais je dois pouvoir récupérer toutes les données que j'ai transmises, je dois pouvoir les récupérer de manière à faire en sorte que je puisse redémarrer très facilement vis-à-vis de mon nouvel opérateur, de mon nouvel hôpital, etc. Et donc ce droit à la portabilité, qui fait l'objet d'ailleurs de précisions dans les fameux guidelines, est une consacration importante qui va permettre, me semble-t-il, une véritable concurrence entre les responsables de traitement, qu'à un moment donné, on puisse dire je vais vers cet opérateur parce qu'il est plus protecteur de ma vie privée, je vais vers cet opérateur parce qu'il m'offre un service qui est plus adéquat. C'est un point important et je crois que ça sera
sans doute une des dispositions majeures dans le futur. Le droit à réparation, ben, c'est notamment tout le problème des atteintes. Alors, j'en viens très rapidement parce que le temps tourne, aux obligations du responsable ou du sous-traitant. Le responsable, c'est celui qui, seul ou conjointement, détermine les finalités et les moyens du traitement. C'est amusant parce qu'il y a 2 décisions qui ont été prises récemment qui vous montrent que la notion de responsabilité collective, ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire que bien souvent, vous êtes devant plusieurs responsables de traitement. Alors, il y a une affaire Facebook qui est intéressante, qui vient d'être jugée par la Cour de justice de l'Union européenne, où il s'agit bien évidemment c'était les fans de je ne sais quel grand chanteur américain, et cette association de fans souhaitait mieux connaître qui venait sur son site, qu'est-ce qu'ils allaient regarder, etc. Et pour ça, rien de plus facile que de demander à Facebook qui, bien évidemment, servait de point d'entrée pour la plupart des personnes. Eh bien, on a considéré, bien évidemment, que non seulement c'était indiscret de la part de cette association, qu'il y avait violation, que cette association allait au-delà des finalités qu'elle avait déclarées, et que donc elle utilisait des données en dehors des finalités légitimes pour lesquelles elle collectait ces données, et cela sans aucun consentement de la part des personnes qui la visitaient. Donc ça allait de soi. Mais on a dit en plus que Facebook était responsable. Pourquoi ? Parce que Facebook avait donné les moyens d'obtenir cette information. Alors c'est un point qui m'apparaît vraiment important. Le deuxième cas, c'est un cas relatif aux témoins de Jéhovah. Et c'est une affaire finlandaise de la Cour de justice de l'Union européenne, et où là, les témoins de Jéhovah, en fait, prenaient des notes manuscrites, ce n'est même pas un traitement informatique, prenaient des notes manuscrites relatives à la manière dont ils avaient été accueillis dans telle ou telle rue, par telle ou telle personne de la rue, etc. Donc, suivant la manière dont ils avaient été bien ou mal accueillis, la façon dont ils avaient eu l'impression des convictions religieuses des personnes qu'ils rencontraient, il y avait des notes manuscrites. Ils ont évidemment été condamnés en disant c'est un traitement manuel, certes, mais c'est un traitement de données sensibles et donc vous n'étiez pas autorisé à le faire, surtout que vous n'avertissiez absolument même pas les personnes sur lesquelles vous preniez ce type d'informations. Mais en plus, c'est l'Église de Jéhovah qui était finlandaise qui était condamnée comme responsable conjoint en disant c'est vous qui avez demandé à ces associations locales de prendre ce type d'informations. Vous êtes responsable conjoint. Je crois que c'est vraiment un point important où on va très loin dans cette responsabilité conjointe, mais qui m'apparaît véritablement tout à fait sensée. Alors on faisait, et puis j'arrête parce que sinon, on faisait traditionnellement une grosse différence entre responsable et sous-traitant. Sous-traitant, c'est celui qui est sous les ordres, qui travaille sous les ordres du responsable du traitement. Le responsable du traitement détermine les limites et les moyens du traitement. Et puis vous avez des entreprises qui travaillent comme sous-traitants, qui bien évidemment vont, le cas échéant, faire l'opérateur téléphonique pour une grosse entreprise, qui, le cas échéant, vont servir de backup, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que le RGPD va de plus en plus alourdir les responsabilités du sous-traitant. Le sous-traitant a à peu près les mêmes responsabilités. Il va devoir aussi nommer un DPO. Il va devoir aussi veiller à rester dans les finalités. Il va même devoir dire à son responsable de traitement, celui qui lui confie les travaux, attention, là, vous débordez. Vous faites des choses qui ne sont pas conformes au RGPD. Donc, on met sur le sous-traitant une responsabilité de plus en plus importante. Et c'est un point, me semble-t-il, important parce que de plus en plus, les entreprises travaillent avec des sociétés qui se spécialisent dans l'intelligence artificielle, qui offrent des services de big data et autres. Eh bien, ils seront mis sur le même pied à peu près que le responsable du traitement. Le responsable du traitement est considéré comme accountable. Alors ça, c'est un principe qui est un principe américain, c'est assez étonnant. Il n'y a pas que du mauvais qui vient des États-Unis, bien au contraire. L'idée américaine est de dire le responsable du traitement est en principe
la personne qui doit s'assurer de la conformité de son traitement aux principes de la législation, en l'occurrence du RGPD. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, dès qu'il y a une infraction au RGPD, l'entreprise est considérée comme responsable. Il y a une espèce de renversement de la charge de la preuve qui est permise par ce principe d'accountability. Le responsable est automatiquement responsable, sauf à démontrer qu'il a pris tous les moyens pour respecter le RGPD, qu'il a véritablement respecté les procédures, etc. Mais la charge de la preuve est inversée. Voilà un point qui me permet de conclure. Il y a encore plein de choses à dire, mais voilà, je suppose que vous mettrez les slides sur le site web et voilà. Enfin,